Ok, donc on est sur le pépé encore une fois, comme je vous le disais, hein, désolé un petit peu pour la prise de retard avec ce qu'il y a eu précédemment. Donc c'est la présentation des docs de Jeannot avec Jeanne Seignol. Donc je vais inviter à se présenter quand même un petit peu pour ceux qui ne la connaîtraient pas. Qui êtes-vous, Jeanne? Qui suis-je? Ma vie, mon œuvre. Je vais essayer d'aller vite. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Jeanne. J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Jeannot se livre. Et c'est une chaîne sur laquelle je parle de littérature. À l'origine, j'ai une formation de journaliste. Et donc, l'envie sur cette chaîne YouTube, c'était de parler de littérature, mais surtout de dédramatiser le livre. Puisque moi, je trouve que le livre, c'est quelque chose qui peut être encore très intimidant. Et c'est une chaîne qui existe depuis 6 ans. Et à l'époque, je trouvais qu'il y avait sur YouTube et les réseaux sociaux de manière générale des formats très codifiés qui étaient plus destinés aux personnes qui avaient envie de lire. Et moi, mon ambition, c'était vraiment d'aller chercher des gens qui ne lisent plus ou peut-être ne lisent pas du tout. Et après, du coup, je me suis développée petit à petit sur d'autres réseaux sociaux par la force des choses. Et aujourd'hui, c'est très rassurant de voir qu'en tout cas, il y a beaucoup de contenu littéraire sur les réseaux sociaux qui se sont développés. On avait déjà eu la chance d'interagir ensemble de toute façon pendant ce salon et c'est vrai que il y a ce traitement du livre un peu plus canonique, comme tu le disais, très certainement dû à cet élitisme dont on parlait à un moment donné, du fait que voilà, la littérature est réservée à une élite sociétale qui se donne le temps de le faire. Et c'est vraiment ça, ces codes-là que tu essayes de rétablir, en fait, de casser un petit peu. Ouais, complètement, avec du coup un personnage qui s'appelle Jeannot, où l'idée c'est d'avoir quelqu'un d'un peu rigolo, qui te fait des blagues un peu potaches, et où du coup tu te dis ah ok, bon, t'arrives pas sur une chaîne qui a l'air très littéraire, et c'est quelqu'un d'universitaire qui va te parler, donc c'était vraiment le but. Et du coup il y a plein de formats différents sur ma chaîne. Il y a à la fois du coup des recommandations littéraires pour peut-être te donner envie de lire avec des thèmes, etc. Ou parfois je fais le pont avec d'autres univers, que ce soit les films ou la musique. Par exemple, si vous aimez bien tel film, peut-être que ces livres-là peuvent vous plaire, et d'essayer de ramener comme ça, l'air de rien, toujours vers la littérature. Et puis aussi des formats un peu plus longs, comme des documentaires, pour justement essayer de casser des idées reçues, notamment sur le fait que les jeunes ne lisent plus. C'est l'un des documentaires sur lequel j'ai travaillé là, récemment, où j'avais envie vraiment de questionner ça. Je trouve que c'est quelque chose qu'on entend souvent, et de manière générale, on aime bien taper un peu sur les jeunes, de toute manière. Mais l'idée, c'était de se dire qu'est-ce qu'elle veut dire cette phrase? Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Déjà, est-ce que ce qu'on entend, c'est que les jeunes ne lisent pas de livres du tout? Ou est-ce que aussi on critique peut-être les livres vers lesquels ils vont? On a l'image que soit tu as un livre dans la main, soit tu as ton téléphone, et que tu peux pas lire par exemple sur ton téléphone. Alors qu'aujourd'hui, en fait, il y a énormément de supports possibles en ce qui concerne... Oh là, on a perdu un kakémono. Tant qu'il tombe pas sur quelqu'un, c'est bon, ça devrait être ça gérable. va, tout va bien, c'est juste un petit palmier. Et il y a plein de supports qui sont possibles. Tu vas pouvoir lire via tes oreilles avec un livre audio, sur une liseuse, sur ton téléphone avec plein d'applications. Et donc quand on est sur notre téléphone, parfois on est en train de lire, et en fait finalement la lecture elle est partout. Donc c'était ça que j'avais envie d'interroger, et de montrer qu'il n'y a pas les bons et les mauvais livres. Ça a toujours été mon envie dès le début sur ma chaîne YouTube, oui, les classiques c'est cool, et de donner aussi envie d'en lire, parce que ça peut être intimidant et ça n'a pas toujours besoin de l'être. Je pense à un classique en particulier que j'aime beaucoup et qui est souvent mis en avant, c'est Le Comte de Monte Cristo de Dumas, qui en fait est assez accessible et relativement simple. Ou encore, c'est mon petit moment recommandation, ou encore Martin Eden, pareil, qui est assez simple à lire, alors que parfois quand on dit que c'est un classique, ça peut te faire peur et tu vas ne pas forcément aller vers ça. Donc j'avais envie d'interroger ça et de montrer que il n'y a pas de sous-genre, il n'y a pas de sous-littérature, toutes les littératures se valent. D'ailleurs, pour étendre un petit peu cette réflexion sur le support numérique, il ne faut pas oublier qu'il y a même des plateformes qui créent du contenu essentiellement numérique, comme des choses comme Dreamy, ou même au niveau de la bande dessinée avec les webtoons et tout ça. Donc, pour étendre aussi la réflexion, je viens de parler de la bande dessinée. Et juste peut-être pour ajouter quelque chose sur ce que tu dis, des plateformes qui sont gratuites. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Il y a un système de points des fois, de fidélité, où on doit des fois payer un abonnement pour lire. Mais souvent, toutes les premières pages du livre sont accessibles gratuitement. Et c'est mine de rien. Je sais qu'il y a aussi un système des fois où c'est la fidélité. Donc plus tu vas lire, plus tu vas gagner de points, plus tu vas accumuler de points pour avoir le droit de lire la suite. Donc il y a même un système de fidélité. Donc voilà, il y a tout un système où les gens peuvent lire activement, en plus, avec une interaction réelle avec le produit, quoi. Et ensuite, je parlais de la bande dessinée numérique, donc fatalement, je vais glisser vers la bande dessinée. On en parlait aussi tous les deux par rapport à l'élitisme littéraire, et ça fait partie des choses qui prennent cher avec nos vieux briscards de la littérature. À la bande dessinée, on a vraiment du mal à considérer ça comme quelque chose que les gens peuvent lire tout en s'enrichissant intellectuellement
et dans toutes les facettes de la lecture. Du coup, qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça, la bande dessinée? La bande dessinée, j'ai l'impression, je ne suis pas du tout spécialiste du sujet, mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est un genre qui a beaucoup bougé ces dernières années, où au niveau des écrits, c'était quand même très très masculin jusqu'ici, et même au niveau des lecteurs, c'est quelque chose dont j'avais parlé avec une éditrice chez Glénat, où elle me disait justement qu'au niveau de leur catalogue, avant, ils remarquaient que c'était plutôt des hommes de 40, 50 ans et un petit peu plus qui lisaient, et puis petit à petit, ça s'est ouvert, donc il y a eu aussi de plus en plus d'autrices qui sont mis à faire de la bande dessinée, et aujourd'hui, on a un paysage hyper fourni en termes de bande dessinée. Tu peux vraiment lire tout ce que tu veux. Donc ça s'est développé de plus en plus. Et notamment aussi pour les jeunes, avec des choses portées sur des histoires pour les jeunes. Donc c'est très chouette. Oui, bien sûr, bien sûr. Et puis même le glissement, les gens ne s'en rendent pas compte parce que si on ne s'intéresse pas, on ne sait pas, mais le glissement de scénariste de bande dessinée à création d'œuvres littéraires se fait assez régulièrement, hein. Comme je disais, j'en parlais l'autre fois, l'exemple de Neil Gaiman, qui est celui qui a scénarisé The Sandman, une série de bande dessinée très connue qui a été adaptée récemment dans une série Netflix magnifique. N'hésitez pas d'ailleurs à jeter un coup d'œil, hein, à consommer ça, ça fait très plaisir et ça donnera envie de lire la BD en plus. Et Neil Gaiman a aussi écrit beaucoup d'œuvres littéraires, dont American Gods, qui a aussi eu droit à une adaptation. Donc voilà, pour ceux qui considèrent que ce n'est pas vraiment de la littérature, on écrit un scénario de bande dessinée et fatalement, un auteur de bande dessinée peut glisser vers la littérature assez aisément parce que au final, tous ces supports-là demandent d'écrire au final. Même pour créer une série, quoi. Et puis il a aussi écrit pas mal pour la jeunesse et aussi pour les adultes, et l'un n'empêche pas l'autre. Et d'ailleurs, ces livres pour la jeunesse, il y en a beaucoup qui sont lus aussi par les adultes. C'est ça. Donc c'est vrai que ça, c'est un autre sujet, mais je tente un petit peu l'air de rien. C'est vrai qu'on a tendance beaucoup aussi à décrédibiliser, que ce soit parfois la lecture jeunesse ou ado, en mettant cette case justement, ça c'est jeunesse, donc ça va être pour les jeunes. Alors qu'en fait, il y a des œuvres qui sont très, très profondes et que tu peux lire à n'importe quel âge. Bon, je prends l'exemple un peu classique d'Harry Potter, mais Harry Potter, tu peux le découvrir à n'importe quel âge. Et je trouve que les livres de Neil Gaiman, c'est très vrai. Moi, il y a un livre que j'aime beaucoup de lui, c'est Coraline, et que je redécouvre très régulièrement, que j'ai lu jeune et que je relis maintenant, et où à chaque fois, tu redécouvres aussi d'autres choses, quoi. Qui a eu aussi droit à son adaptation cinématographique par Henri Selick, si je ne m'abuse, qui est magnifique aussi d'ailleurs. Peut-être un peu traumatisante quand on la regarde jeune, mais qui est incroyable. Quand je l'ai vue quand elle est sortie en 2009, bon, moi ça va, j'avais passé le cap d'être enfant, mais c'est vrai que quand tu regardes avec le recul, j'ai dit ma fille ne regardera pas ce film avec moi, pas tout de suite en tout cas. Et c'est vrai qu'on a tendance à oublier ça. Donc après, on va glisser vers, après avoir eu cette conversation sur tes documentaires. Oui. Comment tu as sauté le pas? Qu'est-ce qui t'a conduit à travailler à produire des documentaires après avoir envahi le web de ton travail? En fait, ça a toujours été une ambition sur ma chaîne de faire des formats longs. Il y avait quand même au début, en toute honnêteté, une logique de publier beaucoup. Parce que c'est ce qui fait que l'algorithme il aime bien que tu publies beaucoup. Donc l'idée au début c'était de publier toutes les semaines. Donc clairement je me voyais pas faire des documentaires toutes les semaines, ce n'est juste pas possible. Même en burn-out je pense que c'est impossible. Donc du coup j'étais un peu quand même dans le jus, donc pas forcément le temps de réfléchir sur des formats longs. Et petit à petit j'ai commencé à prendre un peu plus le temps et à me dire ok, ça c'est un sujet, ça peut être cool, mais je vais pas le traiter en 5 minutes ou en 10 minutes, ce serait dommage. On va manquer des choses et on va pas aller au fond du sujet. Même maintenant, j'ai toujours ce problème-là où parfois, sur des vidéos de 30 minutes, je me dis c'est pas assez. On pourrait en faire des heures et des heures, mais ça reste déjà quand même un peu plus satisfaisant. Et en fait, j'avais déjà fait des documentaires un petit peu plus longs et des focus un peu sur certains sujets. J'avais fait une série de vidéos, par exemple, sur les libraires en Seine-Saint-Denis, qui est l'endroit où j'ai grandi, parce que ça m'intéressait vachement d'aller à leur rencontre. Et un petit peu après ça, je dirais les prémices du documentaire et du format vraiment que j'ai trouvé maintenant dans lequel je m'épanouis. C'était un format d'une 30aine de minutes sur Amazon. Et est-ce que Amazon est en train de tuer en fait les librairies? Est-ce que c'est le grand méchant? Est-ce qu'on peut y échapper? Parce que finalement, on se retrouve aussi très régulièrement consommateur d'Amazon sans s'en rendre compte. Parce que c'est pas parce que tu commandes pas sur Amazon qu'en fait tu te retrouves pas d'une manière ou d'une autre à être dessus, que ce soit en utilisant Amazon Prime, et aussi de manière un petit peu plus fourbe parfois, où il y a des sites où en fait il n'y a pas le nom Amazon dedans et tu te doutes pas. Par exemple,
Le rachat de Twitch, par exemple. C'est ça, par exemple. Twitch, Prime. Ouais, exactement. Que ce soit Twitch ou pour les amateurs de lecture, il y a un site qui s'appelle Goodreads où tu peux noter justement tous les livres que tu es en train de lire, etc. Et moi, je l'ai appris que récemment que c'est détenu par Amazon. Donc en fait, on est un peu client d'Amazon malgré nous. Et donc ça, c'est un sujet que j'avais eu envie de traiter. J'avais eu à cœur de le faire, mais c'était pendant le confinement, donc c'était beaucoup d'interviews à distance. Alors que là, sur mes 2 derniers documentaires, j'ai eu plaisir à pouvoir aller rencontrer les gens dans la vraie vie, ce qui faisait longtemps. Sauf quand c'était très loin, où là, j'ai fait quand même quelques interviews à distance parce que je trouvais ça intéressant aussi. Et donc, comme j'en parlais au tout début, donc un documentaire sur la lecture chez les jeunes pour aller casser un petit peu ces idées reçues, et un deuxième sur TikTok parce que je trouvais justement que ça allait vachement bien dans la continuité de ce premier documentaire où TikTok s'est beaucoup développé au niveau de la lecture à partir du confinement, où je pense que beaucoup de jeunes n'avaient pas grand-chose à faire. Bien sûr. Et en fait, je dis les jeunes, mais en fait tout le monde. Oui, voilà, y avait tous, à part se mettre à commencer à faire du pain, je pense qu'on a tous eu du mal à trouver des passions. Et, il n'y avait même plus de farine au magasin. C'est scandaleux. C'est ça, exactement. Et donc, il y a eu vraiment une génération de lecteurs qui est née sur TikTok, où ça a commencé plutôt dans la partie anglophone. Et puis petit à petit, en France, il y a plein de lecteurs qui se sont appropriés TikTok. Et lecteurs ou pas lecteurs, d'ailleurs, il y a vraiment des gens qui aujourd'hui ont des communautés de 50, 100 000 abonnés sur TikTok, ce qui est énorme, qui ne lisaient pas il y a 1 ou 2 ans. Et qui en fait maintenant ont développé ce goût pour la lecture, où tu vois dans leurs vidéos il y a des bibliothèques avec des centaines de livres. C'est magnifique des donc il y a eu vraiment cette appétence qui est arrivée, et ce que je trouvais intéressant d'interroger, c'était les maisons d'édition là-dedans. Comment est-ce que les maisons d'édition, elles ont essayé aussi de se saisir de ça, avec au début, en toute honnêteté, j'ai trouvé ça cool parce que j'ai interviewé des maisons d'édition qui ont été très honnêtes là-dessus, sur le fait qu'au début ils n'ont pas compris. Très clairement, il y a des livres qui sont mis à sortir de leur catalogue, qui ont été publiés il y a 5 ans, et ils se disent qu'est-ce qui se passe. Et en général, ils arrivaient à comprendre d'où ça pouvait venir, etc. Que ce soit, je sais pas, il y a eu un reportage ou quelque chose. Mais en général, c'est très rare qu'un livre ressurgisse comme ça et fasse vraiment beaucoup, beaucoup de ventes. Donc ils se sont interrogés et puis ils ont vu que TikTok, ça marchait. Et donc ils sont allés dessus et ils ont pris ça au sérieux. Et ça, c'est chouette à voir parce que typiquement, à l'inverse, moi, comme je suis un peu un vieux de la vieille et que je vois un peu la différence quand c'était sur YouTube, au début, il y a 6 ans, même 10 ans, on était moins pris au sérieux en tant qu'influenceur littéraire, alors que sur TikTok, là, les maisons d'édition sont tout de suite allées dessus. Et autre chose que j'ai aussi interrogé dans ce documentaire, c'est la place qu'occupe TikTok, puisqu'ils font quand même beaucoup de lobbying pour mettre en avant la littérature. Alors tant mieux, si c'est le sujet de prédilection qu'ils mettent en avant, j'ai envie de dire que c'est une bonne chose, mais ça interroge aussi forcément sur leurs intentions derrière, où avec toutes les casseroles qu'ils peuvent avoir, ça leur donne un bon argument de dire oui, peut-être au niveau des données on n'est pas au max, mais regardez, on fait lire les jeunes, c'est cool quand même. Donc il y a quand même tout ça, et ça interroge aussi de voir qu'il y a un moment par exemple où je pars un peu dans un monologue, je raconte très clairement tout mon documentaire, mais je trouvais ça intéressant aussi où quand on se connectait sur TikTok, je crois que c'est plus le cas maintenant. En tout cas, c'est le cas, mais sur d'autres choses. En fait, sur la page d'accueil, on nous propose souvent des récompenses. En fonction de l'actualité, parfois ça va être en fonction de la Fashion Week, par exemple, il y avait des choses. Et pendant vraiment, je crois, 3 ou 4 mois, il y avait une petite boîte avec un livre. Et en fait, si on appuyait dessus, on nous proposait de gagner des points si on s'abonnait à des comptes qui parlaient de littérature, si on faisait du contenu qui parlait de littérature, si on utilisait le hashtag BookTok, etc. Donc vraiment presque un forcing de « allez-y, parlez de livres sur TikTok ». Et en fait, ces points, on pouvait les échanger en carte cadeau. Et cette carte cadeau, tu pouvais notamment la dépenser sur Amazon. Donc forcément, ça pose une petite question de... Vous n'auriez pas pu choisir quelqu'un d'autre. J'en parlais avec Augustin Trapenard et il disait si en fait on avait pu le faire en encourageant, je sais pas, les petits libraires indépendants. Et, donc forcément, ça interroge quand même aussi sur les intentions de TikTok derrière, quoi. Surtout que les intentions, on les connaît, quoi, entre oui, TikTok. On va pas faire ici la controverse de TikTok, l'apologie de ce réseau social où il y a toute une magouille derrière sur la manière dont le contenu est mis en avant et d'autres sont ghostés allègrement. Ouais. Mais voilà, je trouve que c'est ça qui était compliqué peut-être dans ce documentaire, c'était de montrer que c'est chouette, il y a des jeunes qui lisent sur TikTok et tant mieux. Tout en mettant en garde quand même. Tout en disant, ça reste TikTok, c'est pas le réseau le plus fou. Et c'est vrai que quand j'ai sorti mon documentaire et que j'ai reçu beaucoup de messages de gens qui m'ont dit ah, grâce à toi, je me suis inscrit sur TikTok, ça me faisait un petit peu oui, merde, c'était pas tout à fait le but. Voilà, mais bon, si vous trouvez des recommandations littéraires
c'est pas plus mal, mais moi j'avoue j'étais pas et je suis pas toujours une très grande fan de TikTok de base, mais je trouvais intéressant en tout cas malgré tout d'analyser ce phénomène qui est là et qui je pense va rester encore un petit moment en tout cas. Après, il y a toujours moyen, les gens sont pas au courant avec TikTok, de contrer l'algorithme de TikTok en contrôlant un petit peu mieux ton flux. Avec les pas intéressés, tout ça, ça reste quand même assez succinct. Mais je trouve que ça marche très mal. Ça marche mal chez toi ? Je trouve que, honnêtement, YouTube, je suis très pro YouTube, hein, clairement, mais je trouve que YouTube est assez bon là-dessus. Ouais. Instagram, pas toujours. Et je trouve que TikTok, moi, il y a un truc qui m'inquiète beaucoup, c'est que tu glisses très vite vers des contenus. Et c'est difficile d'en sortir, même quand tu lui dis pas intéressé, ce genre de choses. J'ai un exemple un peu glauque, mais par exemple, moi, je suivais beaucoup de recettes de gens qui, parce que voilà, parfois, j'ai pas d'inspiration le soir et j'ai besoin d'idées de recettes. Et je me souviens, il y a une fois où je suis tombée sur une jeune fille qui faisait des recettes parce qu'elle avait eu des problèmes, je sais plus, c'était d'anorexie ou de boulimie, mais elle racontait ça et c'était une vidéo très positive où elle montrait je me remets de ma maladie et voilà ce que je mange, etc. Et donc j'ai liké cette vidéo et après je me suis retrouvée dans tout un pan hyper glauque de TikTok de gens qui avaient vraiment beaucoup de problèmes au niveau de l'alimentation et ça c'est un vrai sujet sur TikTok, hein. Il y a des études qui commencent à sortir sur le fait que ça peut être quand même assez nocif sur la santé mentale des jeunes et même en mettant que t'es pas intéressé, parfois très vite quand même il retente des trucs de est-ce que t'es sûr que ça t'intéresse pas, il refait un peu de forcing et ça je me dis pour des publics très jeunes ça m'inquiète quand même beaucoup. De toute façon en vrai un TikTok est adressé aux jeunes mais soyons honnêtes c'est incontrôlable. Le contenu de TikTok est totalement incontrôlable. C'est un flux continu d'informations. Il peut se retrouver très vite avec des choses qui ne peuvent pas maîtriser. Ouais. Voilà, donc c'est vraiment à prendre avec des pincettes TikTok. En vrai, complètement. On fait peut-être un peu nos vieux cons en parlant comme ça. Hein. Faut pas se mentir, mais c'est vraiment un réseau social très dangereux en vrai. Ouais, mais je pense de toute manière comme toutes les plateformes, bien sûr. Même YouTube, je pense que leur algorithme ils ont du mal à le gérer. Il y a eu plein de choses qui sont sorties. Même par exemple, je sais plus, il y a un moment où tous les contenus un peu LGBT, ils coupaient la monétisation de manière automatique pour pas prendre de risques parce qu'en fait il y avait eu trop de contenus un peu problématiques ou même parfois autour de la sexualité, etc. Donc ils mettaient incitation à la haine alors que pas du tout. Et je pense que c'est un peu je parle déjà de notre prochain sujet sur l'intelligence artificielle, mais c'est un peu des gros trucs comme ça d'algorithmes et d'une machine qui s'auto-alimente et où en fait on a quand même du mal à savoir exactement comment elle fonctionne. C'est ça. En plus avec YouTube, avec sa tendance agressive là au niveau des publicités où il n'y a plus aucun contrôle sur le type de publicités qui sont suggérées. C'est la folie furieuse, hein, les pubs qu'il y a maintenant sur YouTube. Hein. Oui, là il y a quelques jours, il y a eu une énorme polémique où il y a eu des vidéos, des publicités pro-Israël qui ont été diffusées. Et où YouTube a pas du tout géré ça et c'est resté, je sais même pas comme si c'est les automatisé vidéos du coup c'est ça, comme c'est automatisé tu te retrouves avec des trucs moi j'ai des publicités devant mes vidéos genre pour Amazon quoi, genre mon documentaire qui critique Amazon, t'as des pubs pour Audible juste avant. C'est bien, les choses sont bien faites ou pas? Bon, du coup, est-ce que tu as d'autres projets documentaires au show, en plus de ceux sur lesquels tu as déjà travaillé? J'en ai plusieurs en tête. Déjà, il y en a un sur l'intelligence artificielle qui sort très très bientôt. Je donne pas de date parce qu'à chaque fois, je donne une date et puis en fait, je la décale. C'est le danger de travailler sur Internet. Voilà, tout à fait. Faut pas donner de date. C'est ça. De base, je m'étais dit que j'allais le finir ici et puis après, j'ai vu qu'à l'hôtel, il y avait une piscine. Et mes idées ont beaucoup changé. Mais ça sort d'ici à peu près moins d'un mois, en tout cas, un sujet autour de l'intelligence artificielle et d'essayer de comprendre, même si à notre échelle, déjà, c'est un sujet qu'on a du mal à cerner. Un gros documentaire qui sortira dans beaucoup plus longtemps sur pourquoi est-ce que pendant les émeutes et les révoltes en banlieue, on brûle des livres. Donc gros sujet et dans les sujets un peu qui m'intéressent, j'aimerais aussi beaucoup faire quelque chose sur le fait qu'on publie énormément et de faire un sujet un peu du côté de l'écologie, de comment est-ce qu'on peut faire aller vers une édition peut-être un peu plus responsable. Donc plein de projets, c'est pas pour tout de suite parce que ça prend du temps de faire des documentaires, mais en tout cas il y en aura plein d'autres sur la chaîne qui vont venir. Ok, de toute façon ça soulève une problématique quand tu es fan de livres et que tu es aussi un peu écolo, c'est de trouver un juste milieu dans ta consommation. Hein, c'est un combat permanent que je mène aussi de mon côté. J'avais une dernière question, tu parlais tout à l'heure du format documentaire où tu disais que même avec ce format un peu plus long, ça te frustrait des fois. Est-ce que tu n'as pas pensé au format de série documentaire peut-être ou
Peut-être les films documentaires un jour, carrément. Moi, j'aime bien rester dans le côté où je me dis que je suis une vulgarisatrice. D'accord. C'est que je pose un peu un sujet. Et après, les gens en font un peu ce qu'ils ont envie aussi, parce que je n'ai pas forcément envie, tu vois, de faire de la recherche ou de me spécialiser ou ce genre de choses. Et tu déjà, implémentes parfois, la graine de réflexion. Ouais, et c'est après, ça. Je pose ma petite graine et puis après, les gens en font ce qu'ils veulent. Typiquement, tu vois, TikTok, j'étais très contente de finir ce documentaire. Parce que j'ai passé vraiment 6 mois à être beaucoup trop sur TikTok et où c'est pas quelque chose que j'avais envie de continuer. C'est horrible, hein, c'est un gouffre. C'est ça. Donc je continue toujours de faire un peu de veille dessus. Bien sûr. Mais il y a plein de gens qui, quand les documentaires sont sortis, m'ont dit ah mais t'as pas parlé de ça, c'est trop dommage, et t'as pas parlé de ça. Et je leur ai dit mais faites-le si vous voulez. Moi je pose un truc, il y a rien qui vous empêche de continuer. Vous pouvez organiser des tables rondes, faire des lives et continuer d'en parler. Donc je considère que c'est ma petite pierre à l'édifice et j'aime bien me dire que je parle de plein de sujets différents et puis après à voir si ça prend quoi. Ok, bah merci en tout cas pour Avec plaisir. Pour cet échange. Je vais laisser du coup un temps d'interaction avec le public pour voir s'il y a des questions que vous voudriez poser à Jeanne. Est-ce que des gens s'interrogent un petit peu sur le travail? Ah, Mireille. Ah, Mireille, notre chère Mireille. Alors, ça marche? Alors, on t'entend pas? Il est allumé. Oh, on m'entend. Oh, super. Jeanne, moi j'ai 2 questions. La première. Alors, est-ce que tu peux parler un tout petit peu? Attends, non, je vais faire augmenter. On va faire augmenter le son là parce que je pense que ça va pas être possible. Sinon, elle va nous le mimer. Ok. Tu m'entends là? Attends, je pense que ça arrive. Là, c'est pas mal. Si je le rapproche plus, là, c'est bon. Non, c'est bon. Donc, ma première question, c'est par rapport à. Donc, tu as Jeannot, ce livre, c'est ça? Oui. Et donc, du coup, tu deviens un personnage masculin? Pas spécialement. C'est une question que je reçois souvent. En fait, Jeannot, c'est un surnom que je sais pas pourquoi j'ai toujours eu. Ah, ok, tout le monde dans ma famille m'a toujours appelé Jeannot. Et du coup, je trouvais ça rigolo de le garder et de faire aussi quand même cette distinction, d'avoir, même si ça fait un peu schizo de dire ça, mais d'avoir d'un côté Jeanne et d'un côté Jeannot, et de me dire que ma présence sur Internet, ça se résume à Jeannot et que les deux sont un peu séparés. D'accord. L'autre chose que je voulais te demander, c'est parce que bon, moi, j'utilise pas du tout TikTok, donc en fait, je sais vaguement ce que c'est. Mais quand tu dis que les jeunes lisent sur TikTok, est-ce qu'ils lisent des recommandations de livres ou est-ce qu'ils lisent? Et s'ils lisent, qu'est-ce qu'ils lisent? Je suis pas sûre de comprendre exactement ta question. Qu'est-ce qu'on lit sur TikTok? Qu'est-ce qu'on lit sur TikTok? On lit beaucoup de choses. On lit un peu de tout, mais on lit majoritairement beaucoup de romances et beaucoup de fantaisie. J'avais regardé il y a quelques mois justement pour mon documentaire les 50 TikTok les plus regardés qui parlaient de littérature, et je crois que 60% c'était de la romance. Donc c'est quand même beaucoup ce genre-là qui prédomine. Après moi du coup j'avais fait une veille et j'avais suivi plein de comptes, et il y a des gens qui parlent de philo, il y a des gens qui parlent de fantaisie, il y a une grosse communauté manga aussi. Et du coup sur TikTok tu as plein de vidéos différentes. Tu vas avoir des gens qui vont te recommander des livres par exemple, je sais pas, autour d'un thème. Je sais pas, par exemple, vous traversez une rupture, voici 5 livres pour vous en remettre, et on te conseille un peu des livres. Ou parfois, ça va être juste une chronique sur un livre précisément pour le recommander et ce genre de choses. Parfois, ça va être les gens qui montrent un peu les livres qu'ils ont achetés du moment. Mais en tout cas, tu vois, c'est toutes ces petites choses qui font que c'est des contenus autour de la littérature et du coup, ça te donne envie de lire. Donc, c'est pas un livre, tu lis pas sur TikTok un livre, quoi. Non, c'est des recommandations. Non, c'est plus, on va te recommander des livres et après, ça te donne envie de les lire. Ça va plus être sur Twitch, qui est un réseau où tu as plus le temps de vraiment faire des longs lives, où il y a des gens qui vont faire des formats où ils se posent en train de lire. Et où du coup les gens suivent aussi en ligne et le font, et par exemple ils se font des petits défis de dire ok, pendant 30 minutes on lit ensemble, et puis après 10 petites minutes de pause où ils échangent, ils parlent entre eux, et après donc de se faire comme ça un peu ça s'appelle des sprints de lecture pour s'encourager un peu à lire. Avec donc, juste une petite variable par rapport au copyright. Ouais. Parce que du coup, en fait, ils ne peuvent pas garder les vidéos à la demande après, puisque s'ils n'ont pas demandé l'autorisation, parce que parfois c'est des partenariats, s'ils n'ont pas demandé l'autorisation, tu ne peux pas profiter de ce contenu par la suite, quoi. Il y a toujours cette idée de copyright toujours derrière, même sur ce type de format. Complètement. Et sur TikTok, il y a une petite peut-être variable nouvelle qu'il y a. Il y a un nouveau format en fait sur TikTok. Les gens sont pas trop au courant, avec la possibilité de slide en fait sur le côté.
Donc il y a des bandes dessinées Ouais, qui sont de des plus en petites plus photos. publiées, Ouais. voilà. Ouais, Sur ouais. TikTok, il y a des photos maintenant, donc des fois il y a quelques petites bandes dessinées publiées, des sélections d'images, des choses comme ça. Je ne sais pas si ça va tourner à un moment pour qu'il y ait des petits passages de livres, mais en tout cas maintenant il y a la possibilité de faire ça sur TikTok depuis, je crois, 2 ou 3 mois. Facile. Ouais, quelque chose comme ça, je crois. Mais tu vois, je trouve ça intéressant de voir comme en fait tous les réseaux finissent par se copier les uns les autres. C'est un truc de fou. Ça, c'est un truc Parce de fou. que ça, c'est Instagram. La story. La story sur TikTok, maintenant on fait ça. T'as vu qu'il y a ça et- sur Twitch maintenant? J'ai vu ça il y a 2 Ah semaines. oui Il y a ça sur Non, Twitch, mais- il y a la story sur Twitch. Le C'est juste seul réseau où fantastique. ça m'a fait beaucoup rire, c'est YouTube qui a tenté les stories, ça Ouais. n'a pas pris et ils ont arrêté. Mais en fait, du coup, tout le monde se copie un peu les uns Ouais, les non, autres. c'est- Et bien sûr, chaque réseau va avoir sa spécificité, mais en fait, finalement, tout se Tout ressemble le un monde peu. quoi. s'uniformise. Ouais, exactement. C'est à la fois cool et plutôt triste plus que cool. Oui, une question sur quand donc, tu as travaillé dans un média traditionnel et ensuite tu as décidé de créer ton propre média. Est-ce que tu as eu une question de légitimité ou pas quand tu as fait tes premiers reportages, quand tu t'es adressé à des personnes? Voilà, comment ça s'est passé la transition de carte de presse à YouTubeuse, pardon. C'est une très bonne question. Et forcément, au début, c'est quelque chose qui m'a beaucoup stoppé, où moi, j'avais vraiment envie de bosser dans la presse traditionnelle pour avoir ce côté de quelqu'un qui te donne des conseils et qui t'aide à évoluer là-dessus. Malheureusement, je me suis assez vite rendu compte que les formats que j'avais envie de faire, je ne pourrais pas les faire dans des médias traditionnels parce que soit il n'y avait pas d'argent ou il n'y avait pas l'envie d'aller vers des sujets comme ça. Donc, j'ai essayé de mettre de côté un peu ma peur de mal faire et je me fais beaucoup accompagner. Donc typiquement mon documentaire sur TikTok, avant de le sortir, je suis allée voir le directeur, pas le directeur comme on dit, enfin la personne qui gère le service vidéo au monde, qui est devenu un copain, et je lui ai dit j'ai des petits doutes sur ceci, cela, comment est-ce que je peux le mettre en avant, et du coup comme j'ai eu la chance de bosser dans pas mal de rédactions, donc je fais pas les choses toute seule en fait, je suis très accompagnée là-dessus, et quand j'ai des doutes sur comment orienter mes sujets et comment m'y prendre, j'hésite vraiment pas à faire appel, et malgré tout j'ai aussi eu la chance de faire une école de journalisme, donc je pense que j'ai relativement les bons réflexes. Après ça arrive de faire des erreurs, il y en a aussi dans les médias traditionnels, donc on fait au mieux. On reste des êtres humains après tout. Oui, voilà. Est-ce qu'il y a encore des questions dans le public? Il y en a une de Mireille encore. Mireille est très en forme. Oui, moi j'ai une question, c'est la question du pognon. J'en peux plus, Mireille. Ça, Laisse-moi c'était sûr. tranquille avec l'argent. Non, mais parce que tu es journaliste, mais je veux dire, comment tu vis? Est-ce que tu... D'amour et Voilà. d'eau fraîche. Oui. Non, je plaisante. On va parler d'argent. C'est la question qu'on m'a le plus posée depuis que je suis arrivée ici. J'ai cru qu'on allait échapper, hein. J'ai cru qu'on allait réussir. Non, on était fatalement. Non, mais je comprends que ça intrigue parce Bien que sûr. ça reste quand même des métiers qui sont assez nouveaux. En fait, c'est un mélange de plusieurs choses. À chaque fois, j'essaye d'expliquer en pourcentage et après, le total ne fait pas 100%, donc je vais éviter cette fois. En fait, en gros, ce qui me rémunère, il y a déjà les publicités sur les plateformes où je publie. Donc il faut savoir que TikTok par exemple, il y a de la monétisation. Moi je la touche pas parce qu'honnêtement je publie très très peu sur TikTok. Instagram ne rémunère pas du tout, mais par contre YouTube le fait. Donc c'est toutes les publicités qu'on va avoir avant ou pendant ou même après une vidéo. En fait le créateur va récupérer une partie de cet argent-là. C'est toujours un peu difficile à quantifier parce que en fait ça dépend beaucoup des annonceurs. Donc typiquement moi de manière générale sur ma chaîne je fais entre 100 000 et 150 000 vues par mois et ça représente une centaine d'euros. Et ça, c'est avant les charges, etc. Donc clairement, c'est pas ça qui me rémunère. Mais par contre, les périodes comme Noël où les annonceurs mettent plus d'argent, etc., je remarque que les prix sont un petit peu plus hauts. Mais du coup, c'est pas quelque chose où vraiment je peux miser dessus, quoi. C'est le petit bonus qui permet d'acheter quelques bouquins à la fin du mois, quoi. Donc il y a ça. Les deux grosses sources vraiment de financement, c'est tout ce qui va être partenariat. Donc de travailler majoritairement avec des maisons d'édition. Donc souvent ça va être une maison d'édition qui va me contacter, qui me dit tiens dans un mois on sort tel livre, on aimerait bien que tu réfléchisses avec nous à un contenu qu'on pourrait produire ensemble pour mettre en avant ce livre. L'idée c'est pas de faire des bandes annonces de livres et de dire tenez lisez-le il est génial, c'est vraiment de construire un contenu ensemble. Aujourd'hui dans ta librairie. Exactement. Donc par exemple il y a quelque temps j'avais fait un partenariat avec les éditions Pocket quand ils sortaient
c'est un livre de Michel Bussy qui est une petite enquête sur la mort de Saint-Exupéry et sur sa mystérieuse disparition. Et donc j'ai fait toute une vidéo là-dessus pour expliquer justement toute cette histoire-là qui n'est pas très connue. Et donc c'est une vidéo, je crois, qui dure 12 minutes et tu as une petite minute où je parle du livre et où je le recommande. La question qu'on me pose beaucoup, c'est si le livre me plaît pas, est-ce que j'en parle ? Non. Si vraiment le livre, je considère qu'il y a, je sais pas, des choses problématiques ou qui m'ont gêné ou quoi que ce soit, clairement je le fais pas. Donc il y a cette partie partenariat qui est très importante. L'autre partie très importante, c'est des bourses d'aide qui sont faites notamment par le Centre national du cinéma, le CNC, où ils ont une bourse qui s'appelle le CNC Talent, qui encourage vraiment beaucoup la création sur Internet, donc que ce soit YouTube, mais même, si je dis pas de bêtises, j'ai un petit doute sur les autres réseaux, mais Instagram, Facebook, TikTok, et où en fait tu leur présentes un projet et tu demandes l'argent dont tu as besoin. Je crois que maximum tu peux demander jusqu'à 30 000 €, et après ils considèrent si ton projet est viable et si ça vaut le coup ou pas de te soutenir. Et après tu es complètement tranquille t'as pas de compte à rendre à part bien sûr le budget, mais tu es très libre, et donc ça te permet d'être indépendant. Et donc moi c'est comme ça que j'ai pu faire mes 2 documentaires, donc ça c'est vraiment très bénéfique. Et il y a aussi la SCAM qui fait des bourses d'écriture que j'ai reçues d'ailleurs pour un documentaire à venir, donc ça c'est très chouette. Et les autres petites choses qui restent, c'est le financement participatif, donc ça c'est ma communauté qui va me soutenir sur un site qui s'appelle Patreon, où ils ont le choix en fait de tous les mois me donner de l'argent à hauteur de leurs moyens pour soutenir mon travail, pour me permettre de rester le plus indépendante possible. Il y a aussi le fait de faire des interventions en milieu scolaire, etc. Donc ça rémunère aussi un petit peu. Et la dernière chose, c'est que à côté de ça, je travaille. Oh, j'ai cru que c'était une bête, pas du tout va bien. À côté de ça, je travaille pour Arte, je fais une émission littéraire pour eux, et donc ça aussi ça rémunère un peu. Donc c'est vraiment un grand mélange de plein de choses, et la création sur Internet, chacun a vraiment son modèle économique à part, et chacun fait un peu à sa sauce, mais moi ça ressemble à ça. Voilà. Merci pour toutes les précisions apportées sur la thune, puisque la voilà, thune on y est avant arrivé. Et du coup, est-ce que vous avez encore des questions dans le public, ou on va demander le mot de la fin à Jeanne? Est-ce qu'on va me demander mon salaire? Bonjour. Bonjour. Quand tu dis que quand tu n'aimes pas un livre, tu n'en parles pas, est-ce que ça veut dire que tu n'en parles pas du tout sur ta chaîne, ou au contraire, tu parles du livre et tu argumentes pourquoi tu ne l'aimes pas? En fait, ça va vraiment dépendre de ce que j'ai à dire sur le livre. Déjà, je ne présente pas tous les livres que je lis. Je vais vraiment les présenter si, je sais pas, genre ça me donne une idée d'une vidéo ou d'un thème ou quelque chose à raconter. Si c'est juste parce que j'ai pas aimé un livre et que c'est assez personnel, je sais pas, le style m'a pas plu ou quoi que ce soit, j'en parle pas, parce que je considère que c'est pas très sympa pour l'auteur ou l'autrice qui a bossé dessus, et que si c'est juste une critique que je considère pas très constructive, alors que ça peut plaire à d'autres publics, j'en parle pas. Je considère vraiment que ça apporte rien. Par contre, ça m'arrive de le faire très rarement. Je crois que je l'ai fait vraiment 1 ou 2 fois, si je considère qu'il y a quelque chose à en dire, et peut-être faire de la prévention. Donc je l'avais fait par exemple pour un livre qui s'appelle Une vie comme les autres, qui est un livre qui tournait beaucoup justement sur TikTok, où on voyait beaucoup de jeunes filles en train de pleurer en disant « il faut que vous lisiez ce livre, il va vous terrasser, c'est génial, ça va changer votre vie ». Et en fait, j'ai trouvé que c'était un livre qui était très dérangeant et très problématique, où en fait, c'est une autrice qui va nous parler d'un groupe d'amis, et très vite, elle va... Oui, non, je connais, c'est A Little Life. Oui, c'est ça, A Little Life en anglais, exactement. Et en fait, dans ce livre-là, donc on va suivre un groupe d'amis sur plusieurs années, et précisément un personnage qui s'appelle Jude, et qui est homosexuel. Et en fait, pendant tout le livre, il va juste lui arriver des horreurs sur des horreurs sur des horreurs. Et en fait, je trouvais que ça apportait rien au scénario. Et quand je vous dis horreur sur horreur, vraiment, je donnerai pas de détails, et je vous recommande pas ce livre. Et c'est ce que je disais sur ma chaîne, parce qu'il y a des scènes qui sont vraiment très graphiques, de mutilation, de ce genre de choses. Il y a un moment, tu as l'impression qu'il va aller mieux, boum, il se prend une voiture. Enfin, vraiment, il y a des trucs, tu as l'impression que c'est de l'acharnement presque. C'est de l'acharnement, et c'est très bizarre. Et en plus, moi, ce qui me dérangeait, c'est que du coup, je suis allée faire un peu de recherche sur cette autrice. C'est une autrice qui est anti-thérapie, qui pense que la thérapie, ça sert à rien, ça sert à que dalle. Et moi, je suis très pro-thérapie pour le coup. Après, chacun son truc, et forcément, ce qu'on pense, ça joue beaucoup aussi dans le choix de nos lectures. Mais en fait, c'était pas du tout une histoire de, je sais pas, de rédemption ou du fait d'aller mieux. Et je trouvais que c'était de l'acharnement de quand ça va pas, ça va pas. Et j'avoue que moi, j'aime bien lire un peu des livres d'espoir aussi. Et sur les réseaux sociaux, il était mis en avant comme une super histoire de personnages homosexuels. Et j'étais en mode... en fait, non. Peut-être que la communauté LGBT, elle a besoin d'histoires
avec un peu d'espoir. Enfin, pour en faire partie, je me dis, moi, j'ai envie d'histoires aussi qui me donnent un peu d'espoir et pas juste me retrouver avec, un livre comme ça où c'est parce que t'es gay et que t'es un peu triste dans la vie, t'es dépressif, boum, il n'y a rien qui ira. Donc là, j'en avais fait une vidéo pour en parler. Et c'était intéressant parce que ça a déclenché beaucoup de débats aussi. Il y a plein de gens qui étaient contents que j'ai pu en parler et de dire heureusement que tu en as parlé parce que je m'apprêtais à le lire et maintenant forcément ça me coupe un peu. Donc quand je considère qu'il y a un message à faire passer et que ça peut être intéressant, je le fais. Tout en essayant de rester bien sûr correct, poli et de pas m'énerver pour rien. Mais sinon, ouais, si c'est juste du goût personnel, je m'abstiens. C'était très long comme réponse, je suis désolée. Il n'y a pas de souci, mais je merci m'emballe. pour la sincérité de ta réponse. Donc on va clôturer là-dessus du coup en vous rappelant qu'il y a une projection tout à l'heure à 15h des films de Jeannot, donc comment TikTok bouleverse l'industrie du livre. Ouais. Donc je rappelle le nom de tes réseaux sociaux, donc c'est Jeannot se livre, c'est ça? Tout à fait, sur tous les réseaux. Sur tous les réseaux, donc n'hésitez pas à partir en quête du contenu créé par cette très gentille personne, Jeanne Seignol, qui est là. Applaudissements s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci infiniment. Le film? C'est Oui, dans il est la projeté petite dans la salle de projection à 15h, 15h30. Entre 15h et 15h30. À 15h, quoi. Et il dure Donc, une petite demi-heure, pour info. c'est ça. Et donc, on va passer à la suite. Donc, une conversation, musique et territoire, retour sur l'engagement de l'artiste activiste Georges Helm.